suis le docteur Rika Ranik, je suis médecin référent sur la région, sur l'ARS et sur les HAD. Je voulais remercier Loru pour la qualité de l'accueil, mais également pour la qualité des interventions de différentes personnes qui sont venues aujourd'hui. Je me suis beaucoup retrouvée dans tout ce qui a été dit et le médecin que je suis gériatre et je suis rassurée finalement du nouveau pour les urgences. Voilà, je trouve que je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Surtout, c'est les HAD qui vont apporter leur pierre à l'édifice. Et je remercie la NAP qui est dans la salle, qui est venue de Paris, la FNEAD également. Et je voulais aussi avoir une petite pensée pour le docteur Pierre Perruchot, qui est avec nous, même s'il ne peut pas être là aujourd'hui, et qui a largement contribué à ce travail, et aussi tous les établissements d'HAD. Donc vous allez beaucoup vous retrouver dans ce qui a été dit aujourd'hui et effectivement pour vous amener dans la description de ce dispositif, vous allez comprendre comme tout le monde ce qu'on a vécu la Covid. Les hospitalisations à domicile sont intervenues largement auprès des établissements sociaux et médico-sociaux pour les accompagner dans la gestion des clusters, pour les accompagner sur l'organisation, le manque parfois de personnel pour remplir leur mission. Et donc très logiquement quand est arrivée la deuxième et troisième vague, on s'est dit, la HAD était présente auprès des ESMS et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de plus pour la version 2.0 et on s'est dit très logiquement avec la FNEAD, la DGOS et l'ARS, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on puisse être auprès des urgences. Ce qui a été après repris largement par la mission Braun, de manière à pouvoir justement intégrer ce parcours qui est tout à fait faisable. C'était une innovation, mais en tout cas, il fallait y penser et le mettre en place. Donc on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour en fait une idée tout à fait faisable, mais il fallait la remettre au goût du jour. Prise en charge directe en HAD depuis un service d'urgence. L'idée, en fait, c'était de mettre en place un dispositif qui permettait aux établissements qui disposaient d'un service d'urgence de pouvoir recourir à l'HAD. Tout ça, en fait, pour fluidifier le parcours d'hospitalisation avec, dans le contexte des épisodes épidémiques. L'idée, c'était le Covid, certes, mais le jour d'après, les épisodes épidémiques actuels et hivernaux. Soulager, évidemment, les services des urgences et de médecine. Prendre en charge, en fait, on avait déjà des idées de typologie de patients qui étaient éligibles à l'HAD. Donc, c'était les antibiothérapies, c'était également les brûlures, les post-traumas. Impulser donc le recours à l'HAD dans un univers des urgences qui n'avait pas forcément l'habitude et qui me disait oui Madame Ricard, vous êtes bien gentille de nous dire de penser à l'HAD, mais ils nous ont pas encore répondu ou ils nous ont dit dans 7 jours, donc c'était non avenu. Créer du lien entre les HAD et le service des urgences, c'était vraiment quelque chose d'important. Donc l'idée initiale, donc, on s'est dit on va pas trop lancer de pistes, il fallait laisser les établissements libres de leur champ des possibles. Donc on avait l'idée d'une infirmière coordinatrice qui pouvait donc effectuer des missions en fait de lien à établir, ça c'est important, avec les professionnels des services d'urgence, pouvoir se déplacer dans les services d'urgence. Moi, l'idée que j'avais lancée, c'était vraiment comme un avis pneumo, un avis HAD. Vous savez pas, à la limite, c'est un peu posez-vous la question de l'HAD et créer aussi des outils de communication qui soient performants, sécurisés et évidemment en lien avec l'équipe de premier recours, le médecin traitant et toute l'équipe installée autour du patient s'il y en avait ou possible. Donc l'expérimentation a été mise en place au départ sur 6 mois. Il faut savoir qu'en Occitanie, HAD, profil de patient HAD, à l'époque, donc c'était 1500 patients au jour, on est monté jusqu'à 1800 en plein crise de Covid. On a une offre hétérogène qui est dominée par du privé lucratif, une dynamique vraiment en croissance. On est la 5e région au niveau national. Les principaux modes de prise en charge sont les soins palliatifs, les pansements complexes et les traitements intraveineux, avec une offre largement soutenue par l'appui des libéraux qui interviennent au soutien des HAD sur le domicile. Les établissements qui ont été retenus, donc 15 lauréats, profil donc multiple en fait, avec des HAD qui avaient une importance relativement quand même importante en termes de capacité finalement de répondre et de prise en charge de file active, sur des modes de prise en charge qui se sont retrouvés être des soins palliatifs, des pansements et des traitements de prise en charge de la douleur, avec souvent des services d'urgence qui avaient quand même un certain nombre de passages. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, si on compare profil HAD, donc 1500 patients jour. Aujourd'hui, on est à 1640. Et ce qui faisait à l'époque, par rapport au profil des HAD retenus, on est passé à 2,3 patients jour sur les 6 mois.
Donc le profil des patients, je l'ai dit, antibiothérapie hospitalière, prise en charge à l'époque, il y avait encore du Covid, donc pour de Covid-19, insuffisance cardiaque, des soins palliatifs symptomatiques, des pneumopathies d'inhalation du sujet âgé. 23% de ces patients venaient de NEHPAD, 81 ans, l'indice moyen Karnofsky, donc ce qui fait un GIR 3-4, donc est à 40%, la DMS était de 17,5 jours, ce qui représentait à peu près, sur l'étude de coût qu'on a faite, 270 €. Le suivi de l'expérimentation était important, donc un pilotage ARS avec une réunion mensuelle de 45 minutes, un peu de benchmarking, d'échange de bons procédés, de voir quels étaient les freins, les leviers pour qu'il y ait une contamination positive. Il y a des indicateurs déclaratifs sur le site de l'ORU, dont je rappelle la réactivité qui nous a permis justement de voir un peu quels étaient les établissements qui décollaient et d'actuellement d'en faire le suivi. Donc des tableaux de suivi mensuels qu'on avait aussi réalisés de manière à faire établir le profil de patient, les études de coûts, la DMS aussi la réactivité, l'accompagnement de la NAP qu'on a très tôt sollicité via la DGOS, qui nous a permis finalement d'abord de nous être accompagnés au niveau régional et aussi national, et puis avec la communauté des pratiques où on a eu entre référents ARS cette possibilité d'échanger, et puis un suivi de la DGOS, comme je vous l'ai dit, qui a été reconnu. On a eu la mission de Bronn, un financement, donc à l'époque on a fait un financement starter, justement pour lancer et voir un peu vers où on allait, et donc vu les retours que l'on a eu très positifs, donc après les financements régionaux spécifiques, il faut savoir qu'annuellement en tout cas depuis 2 ans, il y a un financement sur du déclaratif, et donc à l'heure actuelle il y a une enquête nationale pour voir vers où s'oriente la DGOS et comment le dispositif qui est maintenant nationalisé peut être déployé. Donc les leviers de la réussite, finalement, donc ça je remercie l'ANA pour son appui, c'est un établissement, ceux qui ont réussi, c'est un établissement qui a quand même une taille assez conséquente, avec une polyvalence et une réactivité, capacité en coordination et aussi en adaptativité très importante. Un vivier, on l'a dit, une taille quand même de SAU assez importante. L'acculturation fait partie du levier de la réussite. Et ce qui est important aussi, c'est la mutualisation aussi et on l'a vu, l'innovation et le lien qu'il peut y avoir entre l'ensemble des partenaires. Ça a été dit ce matin, je ne vais pas y revenir, mais c'est important. Donc de ce panel de leviers, il y a aussi des freins qui sont parfois, vous le savez, on en a parlé ce matin pour tout ce qui était Ben Manager, mais c'est aussi parfois personne dépendant. Il faut du temps, et j'en discutais ce matin avec le docteur Bébien de 7, et effectivement, parfois c'est un peu personne dépendant. Quand la personne va partir ou les urgentistes vont partir, il faut aussi recommencer le travail d'acculturation. Donc voilà, donc dans la famille finalement de l'appui à la fluidification des parcours, il y a l'HAD. On est donc effectivement dans l'appui sur la fluidification des parcours, mais il faudrait que ça ne soit plus personne dépendante et que quand on demande un avis pneumo, il faudrait que l'avis HAD soit en systématique et demandé. Donc le bilan, finalement, ça fonctionne. On a vraiment démontré que la faisabilité de l'expérimentation était bien démontrée. Les résultats étaient modestes au départ, mais aujourd'hui, on est en fait sur plus de 1000 patients pris en charge sur 2 ans. Des effets bénéfiques à l'expérimentation avec d'autres perspectives. Des établissements qui n'ont pas démarré au départ ont démarré sur un autre mode, c'est-à-dire qu'ils étaient appelés par les services des médecines en disant là on a un patient, peut-être là ça fait 24 heures qu'il vient des urgences, est-ce que tu veux pas venir jeter un œil parce que peut-être il est HAD éligible. Donc on voit que l'acculturation est aussi remontée. Alors, en lien avec les établissements sociaux et médico-sociaux, notamment tout ce qui est filière des personnes âgées, où maintenant il est possible de faire en fait ce qu'on appelle des dossiers dormants, donc de pouvoir venir rencontrer les équipes sur les établissements et de voir quels sont ceux qui seraient potentiellement selon un protocole pris en charge si décompensés en HAD. Donc il y a aussi tout ça. On voit qu'il y a des conditions quand même pour être performant à réunir qui sont exigeantes. L'ANAP a sorti un accompagnement, un kit outil pour justement déployer, savoir quoi faire un peu pour s'améliorer et être rapidement efficient. Et surtout, les possibilités de travailler en direct, d'innovation, de lien. Donc on a rapidement montrer que c'était possible. Alors fiction ou réalité, donc je vous l'ai dit, 1095 patients, un dispositif donc qui est accompagné, qui est structuré. Donc ça c'est les documents que vous avez sur le stand de l'ANAP, donc versus à la fois vous pouvez accompagner votre service des urgences, vous avez les recos et vous pouvez accompagner le service d'HAD, donc c'est assez intéressant et très bien fait.
à venir. Donc, c'est le maintien du dispositif, dont le maintien, on l'accompagne, donc au niveau national. On va sortir un appel à manifestation d'intérêt, donc ça s'inscrit tout ça dans le parcours non programmé d'hospitalisation, donc notamment sur la personne âgée. Donc ça fait du lien et du sens. Donc les documents à destination aussi des domiciles est important parce que on en a parlé avec le confrère généraliste, mais la place et rôle du qui fait quoi est important. On n'est pas là pour faire à la place d'eux. Et donc la CPAM nous accompagne là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'un prestataire, qu'est-ce qu'une HAD, qu'est-ce qu'on peut faire pour libéral à ses limites, comme l'HAD à ses limites. Donc tout ça c'est important. Le PRS3 qui va accompagner sur la lisibilité de l'hospitalisation à domicile. Et puis on est aussi dans la réforme de cette activité de soins qui entame là vraiment une démarche de lisibilité et de prétention à prendre en charge directement des patients sur toute forme de parcours et surtout d'une offre de soins graduée. Je vous remercie.